Bonjour, bienvenue au SICA Meetup, le premier podcast dédié à l'économie de la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire, depuis 2012, a enregistré une croissance remarquable qui s'est accompagnée d'une forte demande dans le domaine de l'immobilier. Une demande qui a été soutenue par l'amélioration des conditions de vie des populations et de la consolidation d'une classe moyenne. Selon l'IFC, en 2017, le déficit de logement en Côte d'Ivoire était de 600 000 unités. Et chaque année, ce déficit augmente de 50 000 à 60 000 logements. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement ivoirien avait lancé un ambitieux programme de logements sociaux et économiques, avec l'objectif de construire 150 000 logements à l'horizon 2020. Mais à échéance, ce ne sont que quelques 20 000 logements économiques et sociaux qui ont pu être construits. En parallèle, de nombreux opérateurs privés se sont lancés dans le domaine et ont essayé à leur niveau de répondre à cette problématique, celle de combler le déficit criard de logements en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan. Mais cette ambition également est confrontée à la question du financement et de l'accès à l'immobilier. Eh bien, aujourd'hui, c'est de cette question-là dont nous allons parler. Et nous avons deux invités, deux acteurs importants du marché ivoirien. Il s'agit d'Ecobank Côte d'Ivoire et du groupe Keidan, qui est très actif dans le secteur de l'immobilier. En juillet dernier, SICA Finance avait dédié le numéro de son magazine à la problématique de l'immobilier avec comme invité principal à la une M. Afro Stéphane, directeur général du groupe Keidan, qui a bien voulu accepter notre invitation dans le cadre de ce podcast. Bienvenue Stéphane. Merci, heureux d'être là. Okay. Nous sommes également accompagnés pour ce podcast de Korede Ojo-Bella, qui est directrice de la Banque des particuliers à Ecobank Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci Jean Mermoz, content d'être là aussi et bonjour à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ok. Donc pour aborder le sujet, SICA Finance pose la question de savoir quelles sont les problématiques du financement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et d'entrée, j'ai bien envie de demander, Korede, c'est quoi la banque des particuliers dans un établissement bancaire? Ah, ok. Dans un établissement bancaire, et notamment dans le nôtre, la banque des particuliers, c'est la banque qui gère les comptes de toutes les personnes physiques. Donc des individus comme vous et moi. Comme vous et moi. Et ensuite, il y a la banque qu'on appelle commerciale, en tout cas chez Ecobank, et qui s'occupe de toutes les entreprises locales. Et la banque corporate, qui s'occupe de toutes les entreprises internationales et de l'État et des institutions internationales. Donc, on est en général en 2 et 3 business units en fonction des banques. Mais la banque des particuliers, à retenir pour tous ceux qui nous écoutent, c'est celle qui s'occupe de vous en tant que personne. Ok. Je rappelle que Ecobank Côte d'Ivoire est l'un des leaders du marché bancaire en Côte d'Ivoire. Okay. Stéphane, on vous a connu comme banquier. Vous avez travaillé dans le domaine financier. Et là, depuis quelques années, vous avez opéré un virage dans le secteur de l'immobilier. Voilà. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce changement de cap? Mais écoute, Jean Mermoz, c'est le retour aux premiers amours. Hein. À l'origine, je suis ingénieur du génie civil. Okay. Après mon école de commerce, je suis parti dans le conseil, ensuite dans la banque. Et puis, l'immobilier me permet aujourd'hui de retrouver mes deux amours du début, le génie civil et la finance. Et donc, c'est avec passion que j'exerce aujourd'hui ce métier. Okay. Et j'ai envie là tout de suite de vous demander quelle est votre appréciation du marché aujourd'hui de l'immobilier. C'est un marché dynamique, il y a une demande qui est forte, qui est viable. Que diriez-vous de ce marché aujourd'hui? Ouais,
Je dirais que pour la Côte d'Ivoire, c'est un marché dynamique et c'est normal. Hein. C'est normal depuis 10-12 ans. De gros efforts sont faits sur l'infrastructure. Une croissance économique à 6%, ce qui accroît le potentiel des clients. Et donc, l'immobilier est un besoin vital pour les populations. Elles ont besoin de se loger. Et donc, forcément, dans une période de forte croissance économique, les besoins sont là. Il y a une forte demande. Est-ce qu'elle est toujours bancable? Est-ce qu'on peut toujours y trouver des solutions? Tels sont les enjeux du moment. Tels sont les enjeux du moment. C'est ça. Okay. Et donc, quel est votre regard aujourd'hui sur le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire? C'est un marché extrêmement dynamique. Je suis d'accord avec Stéphane. C'est un marché aussi qui répond à deux besoins, se loger. Donc, faut pas oublier qu'on peut se loger sans être acquéreur. Ou loger d'autres personnes, donc être acquéreur et loger d'autres personnes, ou alors tout simplement acheter pour y vivre. Il y a, comme vous le disiez, un déficit qui va jusqu'à 600 000 unités par an. Et ce déficit est notamment dû à une forte demande qui a été de plus 26% en ces 10 dernières années. Donc il y a un besoin qui est là. C'est clair, une nécessité. Maintenant, c'est comment nous, les différents acteurs, ensemble, on adresse ce besoin-là. Et ce n'est pas forcément le financement, le foncier, mais c'est aussi la décentralisation. Parce que il y a une urbanisation importante de Abidjan. Et dans les 600 000, il y a plus de 80% qui sont à Abidjan en termes de déficit de logement. Ok. Et ces dernières années, on a parlé d'explosion. C'est ça. L'immobilier, les coûts qui ont explosé, et on parle même de bulle immobilière à Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, en fait, le marché, c'est la loi du marché, hein, l'offre et la demande. Il y a une offre, comme vous avez dit, qui est là et qui est en déficit de 600 000. Il y a une demande qui explose, une urbanisation qui explose, et de plus en plus de personnes qui ont accès, justement, qui peuvent avoir des financements à du logement. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas du tout les moyens de pouvoir se loger dans Abidjan Centre, qui doivent sortir. Donc, il y a vraiment une explosion. Et en plus de ça, il y a une sorte de bulle financière autour de l'immobilier. Tout le monde fait de l'immobilier, de l'investissement locatif de plus en plus, pas seulement pour se loger, mais aussi pour le mettre à disposition, assurer son avenir, sa retraite ou même les études des enfants pour le vendre plus tard. Donc, il y a vraiment cette explosion-là. Mais ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est que l'immobilier, oui, c'est important, mais c'est pas le seul moyen d'investir. Il y en a beaucoup d'autres. Et il faut diversifier. Donc, on dirait que les Ivoiriens font de l'immobilier une trop grande priorité au niveau de toutes les classes, ce qui fait que la pression ne fait que s'accroître d'année en année. Exactement. C'est bien ça? Oui. Oui, je peux vous donner un exemple, je suis désolée, Stéphane, où des fois on peut investir et ne pas habiter dans le bien dans lequel on a investi, parce que c'est mieux peut-être de le louer à quelqu'un parce que la location est beaucoup plus rentable, et soit de se mettre dans un autre endroit. Donc, déjà, il faut se loger. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde ne peut pas se loger à Abidjan. Oui. Stéphane? Mais écoute, c'est normal. Hein. Je pense qu'il y a 2 ou 3 problématiques dans Abidjan qu'on ne peut pas ignorer. La première, c'est que quand vous faites 7% de taux de croissance depuis 10 ans, forcément, la richesse créée est plus importante que les actifs à acheter. Donc, forcément, ça peut amener une tendance inflationniste. Il faut pas l'oublier. Deuxième chose, c'est que dans le foncier ivoirien, les populations qui détiennent le foncier sont les derniers terrains qui existent. Donc, forcément, les derniers terrains font l'objet de prix plus importants que quand il y avait des stocks plus importants. Donc, ça amène un élément inflationniste complémentaire. Troisième chose, c'est que il y a des endroits où tout le monde veut être. C'est aussi l'une des grandes difficultés qui existent aujourd'hui. J'espère que les prochaines années, ça va un peu se tempérer parce que comme l'État, la puissance publique a fait des infrastructures structurantes qui permettront aux classes moyennes de vivre un peu loin en ayant une structure de mobilité plus efficiente, peut-être que cela atténuera sur un certain nombre de zones.
Mais il y a des endroits où on sent bien la bulle, hein, des endroits où vous avez des rendements locatifs de l'ordre de 2-3%. Oui, on est dans la bulle. Nous, quand on a analysé le panorama de la ville d'Abidjan, sur les 45 sites on en a bien une dizaine sur lesquels on a des rendements locatifs qui passent pas les 3 ou 4%. Mais il y a encore des endroits d'Abidjan où les gens font des rendements locatifs de 7-8%. Et pour beaucoup d'investisseurs, et c'est parfois une illusion dans notre marché, les gens pensent que c'est dans des quartiers structurés, très bien structurés, qu'on fait les meilleurs rendements locatifs. Au contraire. C'est pas vrai. D'accord. Si vous voulez gagner de l'argent dans de l'immobilier, c'est dans des quartiers de classe moyenne, du début de classe moyenne, qu'on a les meilleurs rendements locatifs. Si vous prenez le panorama de Cocody, le rendement locatif du plateau d'Opuy est meilleur que celui de Golfe 4 et celui de Cocody Ambassade. Bien sûr. Donc là, vous considérez plutôt ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier de ne pas forcément être axé sur les endroits prisés, non, mais de chercher les endroits un peu plus progressivement plus populaires pour si vous êtes un chercher... investisseur, vous devez être neutre dans vos choix d'investissement. Ce qui doit vous guider, c'est le rendement de ce que vous investissez. C'est pas que votre bien vous ressemble, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est ailleurs. Évidemment, si vous voulez l'habiter, oui, vous avez le droit d'y mettre ce que vous aimez. Et là, on n'est plus en train de parler de rendement locatif. Voilà. Donc, soit vous êtes un investisseur, et il faut savoir que globalement, il y a moins de 20% des foyers fiscaux qui sont propriétaires dans le Grand Abidjan. Donc, c'est souvent des investisseurs privés qui déploient l'immobilier dans Abidjan. Et voilà. Et eux, ils sont obligés de regarder les rendements locatifs. Voilà. OK. Et là, on a parlé d'explosion des prix. Qu'est-ce que vous pensez? On a encore cette tendance encore de beaux jours devant elle? Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les prix auront tendance à se stabiliser? Non, il va avoir une asymptote. Hein. Il y a des endroits où, je parlais de Cocody Ambassade, il peut plus avoir de croissance des prix parce qu'il n'y a pas de clients. Ça commence par ça. Il y a des biens qui sont sur le marché depuis quelques années, qui ne trouvent pas de preneur. D'accord. Dans le deux plateaux Vallon, il y a des biens qui ne trouvent pas encore de preneurs. Donc, quand les biens ont du mal à sortir, c'est qu'on a atteint l'asymptote et que bientôt, si vous reprenez pas vos billes, attention. ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Okay, donc, on entend de plus en plus de biens qui ont atteint le niveau de l'asymptote. Il y a des zones dans la ville d'Abidjan qui ont atteint leur asymptote. Il y a des immeubles dans le plateau qui ont du mal à trouver preneur depuis quelque temps. Hein, parce que le prix de sortie par rapport au rendement qu'on peut en faire, il n'y aura pas d'investisseur qui mettra d'argent dedans. Il n'y a pas de banquier qui financera l'opération de débouclage. Voilà. Sauf si... l'investisseur est dans du standing et plutôt dans du confort ou dans de l'image. Voilà. Mais pour l'investisseur rationnel, il vient un moment donné où on dit le rendement locatif permet pas d'assurer les frais de l'investissement, donc on arrête là. Donc il y a des zones comme ça, on le sent, on le voit, il y a des endroits d'Abidjan. Bon, si vous venez avec un terrain très bien placé, je vous l'achèterai pas. Parce qu'il n'y a pas de point de sortie pour moi. Parce que si je finis, le prix de vente par rapport à... Il n'y a pas de prix de sortie. Donc, vous avez des endroits comme ça où vous avez l'impression que c'est mis à vendre depuis longtemps et puis il n'y a rien qui se passe. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons déjà, vous qui êtes opérateur immobilier, nous allons aborder la question du logement qui pour vous, opérateur, enfin, la question du foncier plutôt, qui pour vous, opérateur est vraiment la première étape qui est assez cruciale. Est-ce qu'aujourd'hui, le foncier, c'est difficile de s'en procurer à Abidjan? Ben, écoutez, ça dépend de la partie d'Abidjan. Il y a deux grosses problématiques, mais qui sont le fruit de notre histoire. Parce que quand on évoque le foncier à Abidjan, il faut savoir que dans le foncier, tous les pays ont une histoire. Il y a des pays où l'État, à la suite d'une révolution, a tout récupéré. En ce moment, il est le seul acteur. Il y a des États où il y a des traditions,
chose. Et en Côte d'Ivoire, on a fait un choix à mi-parcours en disant, il faut que le bien sorte de la détention traditionnelle pour passer dans le droit latin. Et cette friction entre le droit traditionnel et le droit latin, c'est la source de tous les conflits qu'on a observés depuis 30 ans. Il faut savoir que les 30 premières années de notre indépendance, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. On avait un opérateur qui s'appelait la CETU, qui rachetait, qui payait les droits coutumiers, qui aménageait, et puis qui redonnait à la SICOJ, à la SOGEFIA, à la SOPIM ou aux autres pour développer. Et puis, au tournant des années 80, comme beaucoup de sociétés d'État, elle a connu des difficultés et on a démantelé ce système en faisant sortir l'État du processus de l'aménagement foncier. De mon point de vue, c'était une erreur. De mon point de vue, et chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec les gens dans la puissance publique, je rappelle toujours que l'aménagement foncier, c'est un élément de l'aménagement du territoire. Et que même si le terrain appartient traditionnellement aux villageois, lorsqu'il est aménagé, il impose des obligations à l'État. Amener l'eau, amener les transports en commun, amener l'électricité, amener la voirie, amener les écoles. Donc, l'État peut pas dire, c'est pas un sujet qui me concerne. Donc, l'idée d'avoir fait sortir l'État de ce schéma-là il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, était une erreur. C'est l'essentiel des conflits qui viennent après. Maintenant, nous tous, on en a conscience. Maintenant, quels sont les efforts que la puissance publique va mettre en œuvre pour que on respecte à la fois les droits traditionnels et des populations sur lesquelles les sites s'installent, et puis que ça n'amène pas de risque dans le droit latin. C'est la corde raide sur laquelle nous tous, on doit jouer, et puis on va espérer qu'on aboutisse. Et c'est ce qui amène la question de la sécurité foncière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez vécu, bien que vous continuez de vivre, ou bien vous pensez qu'il y a une amélioration au niveau de la sécurité du foncier à Abidjan? Le problème, c'est que nous, on a une stratégie qui est un peu différente. Quand on a un foncier, les documents ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'historique des documents. Comment, du lotissement jusqu'à l'ACD qu'on nous présente, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une histoire, il y a eu des prénotations, il y a eu des conflits. C'est toute cette ligne-là que nos équipes de développement vont regarder pour dire si c'est un sujet sur lequel on va ou on ne va pas. Si vous avez un terrain sur lequel, avant qu'il arrive à votre étape, il y a eu 5 ou 6 prénotations, vous pouvez être à peu près sûr que tous les litiges n'ont pas été vidés. Mais si vous avez un terrain qui arrive à votre étape sans qu'il y ait eu des oppositions juridiques au moment où il est basculé dans le droit latin, vous pouvez considérer que, OK, vous pouvez faire une partie de votre vie avec. Donc, cet historique-là, c'est le point de départ pour tout programme. Parce que si vous l'avez pas, écoutez, vous faites prendre des risques aux investisseurs qui vous accompagnent, aux banquiers qui vous accompagnent et aux clients qui vous font confiance dans votre opération. Donc, parfois, on a eu des terrains très bien situés et puis on les a pas développés parce que on considérait que le risque intrinsèque pouvait éclater à tout moment. Donc, ce n'était pas la peine d'aller plus loin. Et Korede, j'ai envie de me tourner vers toi au niveau des clients. Qui viennent souvent vous dire j'ai un terrain, je vais d'accompagnement de ma banque. Qu'est-ce que vous regardez pour vous assurer que le foncier qui vous est proposé est effectivement appartient effectivement aux clients et que vous pouvez vous engager à l'accompagner sans derrière courir le risque qu'on vous revient pour dire qu'on va détruire le bâtiment ou l'investissement? Donc, en termes d'accès au foncier, il y a 3 types d'accès. Il y a effectivement le terrain. Il y a aussi la promotion immobilière, donc quelqu'un qui construit et qui met à disposition toute la documentation nécessaire. Et puis, il y a l'achat de quelque chose qui existe déjà. Donc, ça, c'est les 3. En Côte d'Ivoire, il faut savoir que 60% de l'accès au foncier se fait par la promotion immobilière. Donc, une société qui a acheté le terrain, qui l'a viabilisé et qui ensuite morcelle pour pouvoir le prêter à chacun des acquéreurs. Et donc là, vous êtes sûr
et je parle des 60%, déjà d'avoir peut-être quelque chose d'accessible en termes de tarification. Vérifier aussi que le promoteur immobilier a été régulé, c'est-à-dire est reconnu comme promoteur immobilier en Côte d'Ivoire, et vérifier la documentation. Si vous avez un terrain, juste un terrain, donc c'est l'ACD, bien sûr. Il y a aussi d'autres documentations dont on a besoin. Et la question, c'est est-ce que vous allez construire sur le terrain ou est-ce que vous voulez juste le terrain? Voilà. Donc, la banque a besoin de 2 éléments. La source de remboursement, comment est-ce que vous allez rembourser? D'accord. Et la garantie, donc le terrain ou le bien immobilier, c'est-à-dire ça peut être un appartement, une maison déjà construite ou à construire. Donc, pour la source de remboursement, ce sont vos revenus. Donc, ça peut être vos salaires ou vos autres revenus si vous n'êtes pas salarié, qui doivent tomber régulièrement. La source de remboursement peut être aussi les loyers, si c'est un investissement locatif que vous allez recevoir. Donc là, il faut faire expertiser le bien et puis valider le loyer qui peut être reçu et vérifier que ce loyer peut effectivement couvrir le principal, les intérêts et les taxes qu'il paye chaque mois. Donc, la première des choses que moi, je dirais, ce serait bien que du côté du consommateur ou de l'acquéreur, on puisse en parler. La première des choses, c'est qu'il faut effectivement faire ce que vous avez dit, vérifier quelles sont les différentes étapes. Et ça manque cruellement. Après, que ce soit au niveau de la banque ou au niveau du constructeur, si vous allez les voir, puisqu'ils ont l'expertise maintenant de vous accompagner, vous demandez comment ça se passe et ensuite vous vous organisez pour avoir la documentation, vérifier dans quel quartier vous voulez habiter ou construire pour demain, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de faire ce travail-là, parce qu'on a beaucoup de clients qui pensent que c'est juste le financement et puis le site, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et on a parlé tout à l'heure de l'accès au foncier. Il y a 2 F1. L'accès au foncier et l'accès au financement. L'accès au foncier peut être un chemin complexe. Parce qu'une fois qu'on a la CDI, il y a plusieurs documentations jusqu'au CIH, donc l'hypothèque, qui a été formalisée. Et tout ça, ça prend du temps. Il y a des pays où c'est fait en 48, 72 heures. C'est digitalisé, c'est simple. Ce sont des pays qui ont déjà tout viabilisé, etc. Ici, ça peut prendre des mois. Des mois. Oui. Et vous faites accompagner d'un notaire, puis de la banque si vous êtes en tant que particulier seul. Si vous avez vous êtes passé par un constructeur ou un expert ou encore un promoteur immobilier, c'est lui qui fait en sorte de montrer toutes les preuves que vous allez avoir et puis vous le montrez au banquier, il va vous donner ensuite une proposition. Quelles sont les caractéristiques du crédit immobilier et est-il plus attrayant ou plus risqué pour la banque? Alors, les caractéristiques du crédit immobilier, c'est que dans ce crédit-là, il y a un actif qui est mis sous garantie, entre autres. Il peut y avoir d'autres choses, c'est-à-dire ça peut être au-delà du terrain, de la maison, etc. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que c'est plus long. C'est sur une durée beaucoup plus longue. Un crédit consommateur, c'est en général autour de 5 ans. Un crédit immobilier, ça va jusqu'à 20 ans. Okay. La troisième, c'est que ça fidélise le client. C'est-à-dire, lorsqu'il a un crédit immobilier dans une banque, c'est difficile de le faire passer dans une autre banque pour plusieurs raisons. La première, c'est il faut changer la garantie. Ça coûte cher. Donc, si jamais le terrain est sous garantie dans telle banque et qu'on veut changer de banque, à moins que les taux soient extrêmement différents ou beaucoup plus attractifs, que ce soit à la fin du crédit, etc., c'est difficile de changer parce que le fait même de refaire tout le parcours pour faire en sorte que la garantie soit liée à la deuxième banque qui va prendre, c'est compliqué. Donc, du coup, autant, par exemple, dans d'autres géographies, ça se fait très facilement. On rachète, et c'est même un marché de racheter le crédit immobilier d'une autre banque. C'est un marché. Il y a des banques qui font ça dans d'autres horizons, mais c'est très rare ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un avantage de fidéliser le client. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que comme il est là pour longtemps, la banque a le temps aussi de lui proposer d'autres produits, de l'accompagner dans ses différents projets, etc., etc. Et du coup, pourquoi on entend souvent dire que les banques ont du mal à accorder du crédit immobilier?
Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphane. En fait, on peut pas accorder un crédit immobilier si l'immobilier en question n'est pas régularisé. Il y a plusieurs étapes. C'est pas comme prendre un prêt consommateur. Déjà, il faut avoir le bien disponible. Démontrer que le bien va être un succès en termes de développement. Donc, on peut pas prendre n'importe quel architecte, n'importe quel constructeur, etc. Parce qu'une banque ne va pas investir dans un bien qui ne sera jamais terminé, qui ne pourra jamais être loué ou habité. C'est clair que le client va pas rembourser. Avoir toute la documentation nécessaire. Donc, on a parlé du foncier. Donc, ça peut mettre un peu de temps. Ensuite, la source de remboursement est-elle fiable? Donc, plusieurs sources de remboursement, ça peut être un salaire, ça peut être un revenu régulier. Ça peut aussi être les loyers, s'ils mettent en location, etc. Et puis aussi, si je reviens sur les promotions immobilières, c'est 60% en fait du marché chez les banquiers, donc chez les acquéreurs. Parce que c'est plus simple, c'est déjà fait, etc. Et ça coûte moins cher que de le faire soi-même. C'est 60% du marché qui sont faits par des promoteurs. Il faut que le promoteur soit régulé. Donc, il ait sa documentation en tant que promoteur, qui soit reconnue, et aussi qu'il ait fait d'autres opérations à succès. S'il n'a pas fini ses autres opérations, la banque va pas prêter parce que c'est un risque de prêter pour un bien qui peut-être ne va pas être terminé. Et donc, l'acquéreur va avoir investi, parce que tu dois toujours apporter un peu d'argent avant, et n'aura pas le bien à la fin. Donc, double peine pour l'acquéreur. Donc, il y a tout un ensemble de... Il y a aussi les assurances. Lorsqu'on prend un prêt, il y a une assurance décès, mais il y a aussi une assurance multirisque habitation, et il y a une assurance construction. Si vous faites de la construction, on va demander à chaque fois que vous demandez un peu d'argent pour payer la construction, il y a plusieurs étapes. On va demander à un expert d'aller voir. Donc, ça peut coûter un petit peu cher. Et certains clients ne veulent pas payer l'expertise qui dit c'est bien construit, on peut continuer. D'accord. Donc, il y a tout un ensemble d'étapes à franchir. Exactement. Voilà Et je recommande vraiment aux Ivoiriens de prendre conseil, soit auprès de leur banque, soit auprès du constructeur. Justement, on va sur un cas pratique. Je suis un jeune Ivoirien. Je viens d'avoir mon premier emploi. J'ai pour ambition de construire un logement. Construire. D'accord. Voilà. Quelle est la démarche ou quel conseil est-ce que vous donneriez à ce J'adore cette question. À ce jeune-là. C'est mon sujet tout le temps et c'est notre sujet chez Ecobank. En fait, il faut tout organiser. Ce qu'on appelle la planification financière ou l'indépendance financière. C'est des solutions qu'on a à la banque. On ne se lève pas, à moins qu'on soit extrêmement riche, mais on se lève pas du jour au lendemain et pour faire une acquisition de biens. Il faut déjà avoir un apport personnel de 10%. Grosso modo, faut se dire ça. Donc, l'apport personnel, si vous achetez une maison un bien de 25 millions, c'est 2,5 millions. Parce que parce qu'il y a le notaire à payer aussi. Il y a les assurances, il y a la documentation, etc., etc. Il faut ensuite avoir un revenu régulier qui sera la source de remboursement et prouver qu'on a un revenu régulier. Il faut aussi s'assurer d'avoir toute la documentation. Si vous voulez construire, d'avoir la bonne personne qui va vous construire quelque chose dans lequel vous pourrez habiter, où vous allez louer plus tard, etc., etc. Donc, moi, ce que je recommande à toute personne qui a son premier job, c'est faites 2 choses. Pensez à votre retraite. Donc, mettez de l'argent de côté. 3. Mettez de l'argent de côté pour votre retraite. Pensez au coup dur. On est en Afrique, on peut avoir un moment à participer pour un décès ou pour autre chose, ou une maladie de quelqu'un de proche. Et 3, ouvrez un plan épargne logement et mettez de l'argent. Je veux dire, pensez à moi, d'ici 5 ans, je voudrais être propriétaire. D'autres vont dire qu'ils voudraient avoir des voitures, d'autres voudraient faire autre chose, mais lui, c'est ça, c'est son rêve. Je veux être propriétaire. Vous allez voir la banque, vous dire, d'ici 5 ans, je vais être propriétaire. Je vais être dans tel quartier, idéalement. Je regarde un peu. Je fais mes études, je vois que ça coûte 50 millions dans ce quartier. Et donc, avec mon salaire, je demande à la banque de me faire une simulation de combien j'aurais besoin. Ça me permet de voir combien je dois mettre de côté tous les mois, combien je dois, en termes de quotité de salaire, arriver, donc d'être aussi ambitieux, de gagner un peu plus, etc. Parce que la quotité, il y a une quotité, on ne peut pas emprunter à 60% de ses
revenu. Okay. D'accord? C'est plutôt entre 40 et 50% en fonction des banques. Okay. Et puis mettre de côté sur les fameux 5 ans qu'on s'est donné personnellement pour atteindre. D'autres vont dire 10 ans et d'autres vont dire 2. Et surtout, vous commencez, quand vous recevez vos salaires, vous commencez par ces 3-là. Et après, vous dépensez le reste si vous voulez. D'accord. C'est ça, il faut planifier. Donc, comme le disait Stéphane, il faut planifier. Oui, mais l'immobilier, c'est du patrimoine. C'est-à-dire que c'est l'effort que vous faites pour détenir quelque chose demain. Oui. Si vous renoncez pas à quelque chose aujourd'hui, l'actif que vous espérez, vous l'aurez jamais. Ça commence par renoncer à quelque chose. Renoncer à des dépenses d'aujourd'hui, renoncer à des investissements, un truc aujourd'hui, pour préparer demain. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour vous faire acquérir un bien, on ne pourra jamais les mettre en œuvre. On ne pourra jamais les mettre en œuvre. C'est pour ça que je dis, habiter une maison, c'est un besoin. Être propriétaire, c'est un choix de patrimoine. Et les deux ne donnent pas le même état d'esprit dans la vie. C'est ça. Donc, quand vous voulez détenir un bien qui va rester dans votre patrimoine ad vitam aeternam, que vous allez pouvoir céder à vos enfants, qui va vous servir de garantie demain, vous êtes obligé de faire les efforts en conséquence. Acheter une maison, c'est pas acheter une voiture. Dans 5-7 ans, la voiture n'est plus là. Dans 30 ans, la maison est encore là. Et le titre foncier vous appartiendra toujours. Et c'est un bien que vous allez pouvoir céder à vos enfants. Donc, ce n'est pas la même approche. Voilà, c'est pas un bien commun qu'on échange. Voilà. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui se prépare à acquérir une maison. C'est exact. Il faut vraiment se préparer et le faire de façon consciente et volontaire. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas du tout le fruit du hasard. Chez EcoBank, on fait régulièrement des webinars et justement, le dernier webinaire, c'était sur l'immobilier. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Écouter des podcasts, notre podcast par exemple, aller sur Internet, prendre les informations, les webinaires. Tout ça existe pour que vous puissiez prendre, c'est que vous avez décidé d'acquérir un bien, commencez à vous renseigner. Okay. Donc, c'est dit qu'il faut avoir recours à sa banque, demander, s'informer, pour voir comment est-ce qu'on s'engage dans un projet de vie, j'ai envie de dire. Mais un projet de vie. Une maison, l'acquisition d'une maison, c'est un projet de vie. De toute une vie, même, pour certains. Quel que soit le prix. Je dis parfois à mes collaborateurs, même l'habitat social. Nous, on est en train de faire une opération à San Pedro, dans laquelle il y a des biens à 11 millions, 12 millions. Vu pour certains, c'est pas, mais pour celui qui acquiert ce bien-là, c'est l'effort de toute une vie. C'est l'effort de sacrifice de 50 000, de 40 000 et 50 000 mis de côté pendant 10, 12 ans qui lui permet aujourd'hui d'acquérir un bien et il va continuer cet effort-là encore pendant quelques années pour pouvoir payer la totalité de sa maison. Donc, c'est l'effort de toute une vie. Donc, si vous ne voulez pas faire cet effort-là, ben, écoute, toutes les stratégies pour vous faire accéder au patrimoine immobilier ne servent à rien. Ne vous servent à rien. Voilà. Donc, ici, la responsabilité ou l'engagement personnel du client est déterminant. Il y a un autre aspect, celui du coût. Okay? Je veux emprunter pour mon projet immobilier, mais à combien? Qu'est-ce que ça va me coûter? Donc, le taux d'intérêt, aujourd'hui, comment est-ce que ce taux d'intérêt est évalué ou bien quel est le bon taux d'intérêt? Comment est-ce que vous l'évaluez pour au final déterminer que j'applique tel taux pour un crédit immobilier? D'accord. La première des choses dans un intérêt, c'est que l'argent que la banque va vous prêter, c'est de l'argent qu'elle a acheté à quelqu'un. D'accord? Donc, ça veut dire quelqu'un a déposé de l'argent. Oui. Elle a pris l'argent et elle décide de prêter à Jean Mermoz pour son projet immobilier. D'accord? Donc, il faut savoir que ça a coûté entre 3 et 5-6% à la banque de prendre cet argent-là. Ensuite, une fois que c'est fait, il y a le coût du risque. Puisque tout prêt
il y a un risque inhérent derrière. Même si on prend toutes les garanties, toute mitigation de risque, il y a quand même un risque. Donc, il y a le coût du risque de la banque qui est mis en place. Et enfin, il y a le coût. Donc, un bon taux d'intérêt, en moyenne, si vous regardez dans le marché, c'est entre 9 et 10%. Après, ça dépend du risque. Quelle est la source de revenus? Une fois, même si la documentation est là, quelle est la source de revenus? Donc, la banque va voir l'évaluation du coût de risque, c'est 1%, 2 ou 3%. Ça dépend aussi du client. Ça fait 10 ans qu'il est chez moi, il a déjà pris des prêts et il a remboursé régulièrement, etc., etc. Donc, tout ça entre en ligne de compte sur le taux d'intérêt qui est calculé. Et il y a des promotions. Il y a déjà eu des promotions de l'immobilier à 6%, 5,99 ou 6,99, donc à 7%. Donc, et ça dépend aussi de, est-ce que vous mettez ensemble? D'accord. On peut, par exemple, nous se mettre avec Kaydan et puis décider qu'on fait un taux à toutes les personnes qui prennent chez Kaydan et qui veulent rentrer chez EcoBank. Ça, c'est une signature. On signe une convention. Vous pouvez faire partie aussi d'une entreprise. Donc, je prends l'exemple de la BRVM, puisque ils sont partenaires aussi de SICA, qui décident, par exemple, de mettre à disposition des logements. Et donc, ils vont négocier une convention. Ou alors, ils vont juste négocier une convention pour leur salariés. Donc, ce sera une convention et donc ce sera, comme c'est plus de personnes, on baisse, le taux est baissé. Et on a des institutions comme la CRRH UMOA qui sont dédiées au crédit hypothécaire, qui accompagnent les institutions bancaires, qui leur apportent du garantie et avec l'objectif que derrière, on ait des taux beaucoup plus accessibles. On a envie de dire... Est-ce que les banques ont souvent recours à ce type de mécanisme ou bien pourquoi n'y ont pas souvent recours Donc, dans l'UMOA, le CRRH travaille avec plusieurs banques ou plusieurs groupes. C'est pas seulement pour le taux d'intérêt, c'est aussi pour libérer de la liquidité. D'accord, puisqu'ils s'engagent à rendre la liquidité qui a été mise à disposition pour le prêt. Donc, en tout cas, c'est une mécanique qui est censée accélérer la mise à disposition de liquidité pour prêter pour tout ce qui est bien immobilier après. Donc, ça, oui. Et ça, effectivement, ça a un impact. Ça a un impact sur les banques. Engagé avec eux, effectivement, au niveau des... Ok, d'accord. Donc, c'est possible qu'on aille en deçà des 9-10%. Quand on a ce genre de mécanisme. Pas forcément. Pas forcément. Non. D'accord. Pas forcément. Parce que eux aussi, dans leur stratégie de refinancement, ils prêtent pas à taux zéro. Non. Ils ont aussi des coûts. Personne parce que eux-mêmes vont chercher de l'argent sur le marché. Et parfois sur les mêmes acteurs sur lesquels les banquiers eux-mêmes vont chercher de l'argent. Donc, d'accord. L'argent n'est pas gratuit. Il y a rien à zéro. Voilà. Mais c'est toujours un peu ambivalent. Il faut, nous tous, on est emprunteurs et on est déposants. Exactement. Et on veut le meilleur taux de nos dépôts. Si tous les acteurs économiques veulent le meilleur taux pour leurs dépôts, ça se répercute sur le prix de sortie des taux de prêt. Lorsque une banque vous accompagne sur un dépôt, un gros dépôt que vous avez sur un certain nombre d'années comme un DAT, essaye de vous faire un super taux, il faut savoir que ça aura un impact sur celui qui va emprunter cet argent-là. Donc, du coup, c'est 12%. Au lieu de 7%. Donc, quand vous êtes content parce que, vous avez eu 4, 4,5, il faut savoir que derrière, il y a quelqu'un qui va emprunter très cher. D'accord. Donc, Stéphane, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, il y a Kaydan qui avait des projets avec des cours qui s'adressaient un peu plus à la classe moyenne supérieure. Voilà. Haute classe. Pour vous, c'était quoi? C'était parce que c'était là, ce segment, qu'il y avait plus de rentabilité, des rendements plus élevés, ou c'est parce que c'est ce segment qui était le plus viable, selon vous? Il faut savoir que quand vous êtes un promoteur immobilier, la moitié de vos biens vont partir par du crédit hypothécaire de clients. Donc, vous êtes obligé, dans votre stratégie de commercialisation, de regarder quels sont les clients qui sont susceptibles d'obtenir
un crédit hypothécaire pour financer leurs biens. Donc, vous commencez par dire quels sont ceux pour lesquels les banquiers ont un historique, une connaissance qui évite que on ne soit obligé de tracer tout un historique de risque qui n'était pas encore connu. Donc, forcément, dans les classes moyennes, supérieures et dans les CS+, ce tracé existe parce que c'est des gens qui sont autour de la cinquantaine, ils travaillent depuis 20 ans, ils ont une épargne et donc construire avec un point de sortie avec eux était beaucoup plus facile au départ. Donc, on a commencé comme ça, avec des biens d'un certain type. Et puis, petit à petit, quand nous-mêmes, on a fait notre propre histoire dans le marché et qu'on a eu une meilleure maîtrise des risques des classes moyennes intermédiaires et du début des classes populaires, on est redescendu en gamme. Donc, aujourd'hui, on a une palette de biens qui va de 23 millions à 300 millions. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, on sert aujourd'hui à peu près toutes les classes actives formelles. Et je rappelle que les classes actives formelles, ce n'est que 12% de la puissance de travail, de la force de travail. Voilà. Donc, on est encore, malgré les efforts, dans un segment qui reste encore réduit dans la société. Je rappelle à cet effet que vous avez engagé un important programme de construction de 10 000 logements d'ici 5 ans. Aujourd'hui, avec un tel programme, est-ce que vous arrivez à trouver du financement, notamment bancaire, pour lancer ce type de programme-là? Pour un opérateur comme nous, les banquiers ne sont pas la seule source de financement. Depuis quelques mois, nous sommes en train de noter notre filiale de développement immobilier, Kedan Real Estate. On est en train de monter nos opérations de titrisation de la partie reste à payer des clients sur des opérations. Donc, on va avoir 3 modèles de financement. De crédit bancaire promoteur, qui lui-même est contraint par les ratios des banques. En fonction de leurs fonds propres et des fonds à longue durée, il y a un certain niveau ou même de ségrégation de risques. Et il y a un montant qu'elles peuvent pas mettre sur la seule contrepartie que nous sommes. Donc, à un moment donné, il y a aussi une limite là-bas. Et puis, on a un segment plus investisseur. On a un segment investisseur à travers 2 de nos filiales, qui rassemblent des investisseurs qui ont envie de prendre du risque de développement avec nous et puis partager une partie de notre marge dans l'opération. Voilà. Donc, les opérateurs venaient jusqu'à présent par des obligations privées à travers une de nos filiales qui s'appelle la CAFIM. Ils viennent de plus en plus par Kedan Asset Management pour des gros institutionnels. Et là, on est en train de faire une dernière opération de titrisation qui permet aussi d'amener l'ensemble des acteurs qui n'ont pas les mêmes demandes de rendement, qui prennent des risques un peu plus différents pour pouvoir avoir les deux éléments. Là, par exemple, sur les 10 000 logements, on a mis en chantier aujourd'hui 1800. On est sur la première année, on a mis en place 1800. Dans le financement, il y a 40% de financement promoteur bancaire. Il y a 40% de financement investisseur. Et puis, il y a 20% d'autres types de financement. Voilà. Donc là, on note que les mécanismes de financement innovants, donc alternatifs, sont importants pour appuyer ou bien pour accompagner le financement bancaire. Est-ce que vous direz qu'effectivement, les banques n'ont pas toujours les ressources financières pour accompagner de grands projets, pour accroître la production de logements? Les banques, elles seules ne peuvent pas accompagner le secteur. Est-ce que vous le diriez? Je ne dirais pas ça. D'accord. Je pense que c'est un choix de diversification. C'est un choix de diversification. Il faut savoir que depuis 9 ans, nos équipes travaillent sur la pierre papier. On a travaillé avec le régulateur pour préparer les OPCI depuis 2015. Depuis 2015, nos équipes travaillent là-dessus. On a accompagné, y compris les équipes de la Banque mondiale qui ont accompagné le régulateur sur l'ensemble de trucs, parce que on a conscience qu'à un moment donné,
ça va être un élément supplémentaire pour accroître le financement dans le secteur. Okay. Bon, pour l'instant, comme dans l'UEMOA, on doit avoir toujours des décisions à 8 pays. Toute décision doit permettre à la Côte d'Ivoire d'agir et le Sénégal d'agir, mais aussi à la Guinée-Bissau et au Niger de faire. Et donc, quand les ministres de Finances se réunissent, forcément, les marchés n'ont pas la même maturité sur un certain nombre de sujets. Mais il faut quand même le préparer. Donc, on essaie de diversifier parce que, à un moment donné, plus vous croissez, plus vous êtes obligé d'avoir des sources de financement différentes avec des acteurs qui n'ont pas le même niveau de risque. Voilà. Pas le même niveau de risque et le même nombre d'années. Un acteur qui investit, donc c'est de l'asset management, il vient pour un certain nombre d'années et veut ressortir avec une plus-value. Le banquier va faire un certain nombre d'années aussi. Et la titrisation, c'est aussi autre chose. Donc, c'est bien, moi, je trouve, le travail qui a été fait. Et j'encourage les promoteurs à le faire, de diversifier. Et quand un opérateur immobilier vient vous voir, qu'est-ce que vous regardez pour l'accompagner? Donc, la première des choses, je l'ai dit plusieurs fois, est-ce que c'est un opérateur immobilier qui est régulé? Ça, c'est la première des choses. Son historique aussi. Est-ce qu'il a fini les différents programmes? Est-ce que ça s'est bien passé? Parce qu'après, le risque, s'il ne finit pas ou ça s'est bien passé, c'est qu'il ne vend pas. Donc, du coup, il a un problème pour rembourser. Et puis, les experts avec lesquels il est accompagné, puisque il faut avoir des bons experts. La construction, c'est pas simple non plus. On veut que les murs soient, tout soit bien fait, parce que aussi l'acquéreur a besoin d'avoir quelque chose un beau produit fini et une sécurité qui doit être là. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on regarde. Bien sûr, c'est important qu'il soit aussi à la banque depuis un petit moment, ou même s'il vient d'arriver, en tout cas qu'il a un historique bancaire, pour voir comment se sont passés aussi les autres remboursements des autres prêts qu'il a pu prendre auparavant. Tout à fait, d'accord. Et pour vous, à Keidan, au-delà des marges que vous fixez, quels sont les principaux éléments de coût pour un programme immobilier? Écoutez, dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans l'immobilier, il y a 3 éléments de prix. Le premier, c'est le foncier. Il faut savoir que la rareté du foncier dans la ville d'Abidjan fait que les prix ont flambé. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on vous donnait une friche à 5 000 ou 8 000. Aujourd'hui, il n'y a pas une friche paysanne qu'on vous donne à moins de 25 000 le mètre carré. Mais si vous achetez une friche à 25 000 le mètre carré, quand vous allez la morceler, vous en avez perdu 35%, donc vous êtes déjà à 40 000. Si vous rajoutez le prix du VRD dessus, vous êtes à 70 000. Donc, un 200 mètres carrés finit à 14 millions. Donc, le premier élément, c'est l'élément sur le foncier et la flambée des prix. Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle la cinématique de la construction. Dans la construction, tout est importé. Et les derniers événements géostratégiques ont fait flamber les prix, y compris le fret. C'est vrai. Quand vous importez un conteneur de Chine qui venait à $3 000, le conteneur, après les dernières opérations dans le Moyen-Orient, il y a un moment où le conteneur est arrivé à $12 000. Si vous rajoutez $9 000 de frais dessus, plus les 44% de droits de douane et de TVA à l'entrée, ça se répercute quelque part. Donc, le premier prix, c'est le foncier. Le deuxième prix, c'est le matériel de construction qui est quasiment importé. Et puis, le troisième, c'est la stratégie publique autour. On a une TVA à la construction qui est toujours à 18%. On a des droits de douane qui sont là. Et puis, le transfert aussi de ce que j'appelle des obligations publiques vers le secteur privé. Quand vous faites une promotion immobilière, c'est vous qui devez construire l'école. C'est un coût. C'est vous qui devez construire le poste électrique. C'est un coût. C'est vous qui devez amener parfois le réseau secondaire d'adduction en eau potable. C'est un coût. C'est vous qui devez amener parfois la STEP, la station de traitement des eaux
c'est un coût. Donc, il y a aussi un transfert des éléments qui, dans d'autres pays, sont de la responsabilité de la puissance publique, qui, dans ce cas de figure, est transféré vers le promoteur et finit par être payé par le client final. Donc, vous avez les trois enjeux, les trois éléments qui font qu'à un moment donné, voilà, surtout quand vous n'êtes pas maître, vous ne produisez pas localement et que le chemin de fret peut changer du jour au lendemain. Et puis les devises. Oui, plus les devises. C'est ça. Et donc, à un moment donné, depuis 4 ans, on assiste, ou 4 ou 5 ans, on assiste à une flambée. Mais simplement parce que on n'est plus maître de notre environnement. L'environnement géostratégique qui impacte notre environnement, on n'en est plus maître. Quel que soit le circuit par lequel ça vient, ça amène des complexités. Le Covid a amené de la complexité. Oui, voilà. c'est vrai. Et si vous remettez tout ça ensemble, voilà, à un moment donné, les prix sont là. Voilà. Et c'est pas qu'un raisonnement. Maintenant, il faut espérer que dans les prochaines années, on internalise une partie de la production des intrants locaux. Ça pourrait être une première avancée. D'accord. Parce que effectivement, ce qui là vous expliquez effectivement pourquoi est-ce que le prix de l'immobilier peut être aussi élevé à Abidjan. On a un exemple, par exemple au Nigeria, où je sais pas, peut-être que vous avez vu la vidéo sur les réseaux sociaux. On va la regarder là. This house is going for just 550 million naira. Come with me, let me show you. You go like at the entrance, you have a very huge glass door with smart lock. Come. Look at. Here is the living room. Look at. Look up. See how it be like heaven. Abraham was blessed. Eli, the man was see how. Come. My Lord bless you as you bless Abraham. Here is the kitchen. Look at. You see how. Abraham bless his dama. You see how. Look at. In the refrigerator. You see how. No, Abraham bless his son. Like I enter, you're a very huge server. It's smart more. Come. Look at. Here is the living room. Look at. Look up. Can't be like Abraham. Here is the master bedroom. See master bedroom. Yeah. I will not look at. Vous avez vu la vidéo aussi? Oui, j'ai vu. Ok. Oui. D'accord. Donc, je crois, par exemple, sur le marché nigérian, tel que c'était indiqué, c'est une grande maison, là, je crois avec du marbre et tout ça, qui s'est vendue autour de 550. Donc, ça fait autour de 200 millions. 50 millions de naira. Voilà, autour de 200 millions de francs CFA. Je crois on a une autre vidéo d'une maison. Ok. Et est-ce que vous pensez que ici à Abidjan, c'est à ce prix-là, on peut avoir un bien de ce niveau-là? De par votre expérience. À 250 millions? À 200 millions de francs CFA. Oui, ça dépend. Si vous faites, si vous prenez 1000 mètres carrés à l'épée, on sait le faire. La construction. Okay. Oui. Mais si vous prenez 1000 mètres carrés à Golf 4 qui coûte 500 millions, je ne sais pas faire. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours. Tout à fait. Le foncier, le coût de la construction et le transfert. Exactement. Voilà. Donc, si vous me donnez un terrain dans un endroit où je ne paye pas cher le terrain, je vais axer sur le coût de construction. Maintenant, peut-être qu'au Nigeria, la stratégie sur les importations n'est pas la même qu'en Côte d'Ivoire, avec les droits de douane, la TVA, tout ça. C'est ça qu'il faut vérifier. C'est pour ça que la monnaie. Voilà, et la monnaie. Et chaque pays, dans ces choses-là, a une histoire. Ce que vous perdez d'un côté, vous l'obtenez d'un autre côté. Voilà. Donc, pour moi, tout est possible. Il y a même sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a dit, oui, on peut construire une maison à 5 millions. Oui, on peut construire une maison à 5 millions. Parce que tu comptes pas le temps que toi-même tu prends pour suivre. Mais si tu avais mis un ingénieur, tu allais le payer. Donc, c'est parce que tu n'as pas monétisé ton temps. C'est comme quand on nous dit que dans le chocolat, il y a que 6% du prix du cacao, ou dans le lait, il y a que... Oui, dans tous les biens produits,
le cerveau des gens qui produisent est plus important que le prix de la matière. Donc, si vous enlevez le cerveau dedans, vous pouvez arriver à un tiers du prix ou un quart du prix. Mais dans une économie de mindset, le cerveau, c'est aussi de la matière. Voilà. Donc, je l'ai dit, on peut construire, oui. Si tu ne mets pas d'architecte, si tu n'as pas de bureau de contrôle, si toi-même tu vas acheter. Mais si tu monétises le temps mis pour aller faire tes achats. Et les risques. Oui, pour superviser tout ça, ben écoute, tu ne seras pas très loin du prix qu'un producteur qui a valorisé ça a mis dans le bien. D'accord, d'accord. Et toujours dans cette vision de travailler sur les prix, il y a des alternatives qui sont présentées. On parle du géobéton, du préfabriqué. Pourquoi ces options-là ne sont pas souvent utilisées par les opérateurs dans le secteur? Sur le géobéton, le bon géobéton coûte plus cher que la brique. Parce que la terre argileuse de qualité, on ne la trouve pas comme ça. Parfois, vous devez faire... vous savez pourquoi parfois les routes coûtent cher? Parce qu'il y a 15 cm de terre argileuse qu'on doit mettre pour faire le compactage. Ça, il faut le trouver. Il faut trouver le gisement à côté. Donc, la bonne terre argileuse de qualité ne se trouve pas comme ça. Évidemment, si vous êtes dans un endroit où le gisement de terre argileuse est à proximité, oui, vous pouvez voilà. Maintenant, la préfabrication, c'est dans tous les environnements, mais c'est pas nouveau. Quand on a construit les 220 logements, les tours de la Riviera, tout ça, c'était du préfabriqué. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des volumes. Tout le monde avait le même appartement. Écoutez, combien de fois j'ai amené des clients en procès parce qu'ils voulaient changer la maison qu'on venait à peine de leur livrer sans respect pour le voisinage. On a baissé les prix partout dans toute l'industrie parce qu'on a standardisé. Dès l'instant où les gens ne veulent pas le standard, quand les gens ne veulent pas le standard, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Forcément. Ça coûte plus cher. Donc, si on accepte le standard, on automatise et vous avez les mêmes planchers, les mêmes chambres, les mêmes... Voilà. Après, tu fais ta décoration à l'intérieur quand tu veux. Donc, il y a aussi ça. Ensuite, il y a un troisième sujet sur lequel, dans les classes moyennes supérieures, il faut intégrer. On est consommateur de superficie. Aujourd'hui, vous faites une chambre de 15 mètres carrés, les gens considèrent que c'est petit. Dans toutes les maisons, il y a une cuisine européenne, il y a beaucoup de maisons, une cuisine européenne, cuisine africaine, des bars. Tout ça mis l'un dans l'autre, ça finit par faire un prix final qui est relativement élevé. Chez nous, vous avez vu la maison de Nigeria, il n'y a pas de clôture avec des barbelés autour. Mais rajoutez une clôture, rajoutez des barbelés, rajoutez le portillon, rajoutez le système de sécurité, vous avez rajouté 30 ou 40 millions supplémentaires. Donc, il y a une approche aussi, et ça, c'est vraiment une approche sociologique. Pour nous, qu'est-ce qu'une maison? Pour nous, qu'est-ce qu'une maison? Les gens considèrent que 12 mètres carrés, c'est petit. Ben, s'ils veulent 15 mètres carrés, c'est 3 mètres carrés supplémentaires. À 500 000 le mètre carré construit, c'est 1,5 million. Si vous ajoutez 3 mètres carrés chaque fois, chaque 3 mois, vous finissez. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai envie de poser la question de la location-vente. On avait connu dans les années 80, peut-être bien avant avec la psychologie, la SOGEFIA. Et pourquoi aujourd'hui ce type de financement-là? Pourquoi ça ne coupe plus les rues? C'est ce que vous aviez dit en fait, c'est qu'il y a eu une autorité supérieure qui a décidé de mettre à disposition des biens immobiliers larges exactement. Donc, du coup, on prend et puis on met en location-vente. Ça se fait encore, hein. Apparemment, ça a été fait
L'année dernière, il y a eu des projets où il y a eu des petites constructions et les personnes intégraient et payaient chaque mois jusqu'à ce que ça leur appartienne. Donc ça, en fait, c'est juste un programme à remettre en place et ça peut se faire. Donc c'est avec une banque, avec un État, un gouvernement ou autre. Mais oui, les locations, ventes, ce sont des choses qui se font effectivement dans pas mal de pays et qui se sont faites en Côte d'Ivoire, mais ça existe encore. Ça existe encore. J'en ai entendu parler il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, on fait à faible échelle. Voilà, c'est vraiment à faible échelle. Et pourquoi? Il y a un indicateur que il faut que tout le monde comprenne. Dans la location-vente, il faut un asset manager qui détient les actifs et qui doivent être financés. Exactement. Okay. Dans tous les pays où c'est fait, c'est les excédents de la balance commerciale qui sont placés chez cet asset manager. Et dans les années 80, qu'est-ce qu'on a fait? C'est les excédents du cacao, de la caisse de stabilisation, placés à la caisse autonome d'amortissement, qui ont financé la CETU, la SOGEFIA, et la CETUG. Quand en 1990, tous ceux qui étaient dans la location-vente ont pris leur maison, sans arriver jusqu'au bout, la CETU a fait faillite. La SOGEFIA a fait faillite. Quelques années après, la caisse autonome d'amortissement a fait faillite. Et puis après, la caisse de stabilisation a fait faillite et a été rénovée. Donc, il y a un asset sur lequel on amène des excédents de trésorerie qui viennent soit de la balance commerciale, soit des excédents parce que vous avez du pétrole ou des matières premières. Voilà. Et puis, vous le financez. Donc ça, il faut un engagement fort de l'État. D'abord, est-ce que l'État a ces ressources-là? On commence par ça. Est-ce que l'État a ces ressources-là? Est-ce qu'il a une capacité d'endettement qui lui permet d'aller lever des fonds à long terme sur le marché pour soutenir l'asset manager qui va s'occuper de ça? C'est ça la vraie question. Si on ne la résout pas, on ne pourra pas industrialiser la location. On ne pourra pas industrialiser. Exactement. Ok. Donc, pour finir, on tend vers la fin. L'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les classes moyennes, peut-être un peu plus basses, aient un accès plus facile. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a des pistes qu'il faut explorer pour que le logement à coût modéré soit accessible? Ok. Donc, il y a plusieurs pistes. La première des choses, c'est l'accès au foncier. Donc, il faut que ce soit une volonté qui soit globale et qui donne de l'accès au foncier facilement. Parce que le foncier peut prendre beaucoup de temps, comme je disais tout à l'heure, et peut coûter très cher. Donc, toute la documentation, tous les éléments dont on a besoin, etc. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que tant que le marché, tout sera concentré à Abidjan, le marché est là, il y a une demande, il y a une offre, ça va forcément coûter plus cher. Donc, le marché ne va pas se réguler. Donc, c'est aussi d'avoir la décentralisation pour que, aujourd'hui, si vous allez à Yamoussoukro, vous avez accès ou à Bouaké ou à d'autres grandes villes. Vous avez un accès qui est un peu plus cher maintenant parce que c'est en train de monter, mais qui est encore loin des tarifs, je pense, d'Abidjan. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est simplifier aussi l'accès au foncier, le rendre plus fluide et beaucoup plus rapide. Une fois que ce sera fait, et ça, c'est tous les acteurs qui doivent travailler ensemble, une fois que ce sera fait, ce sera plus facile à quelqu'un de pouvoir proposer un bien qui est un bien dont toute la documentation est faite, est pérenne, et puis ensuite de pouvoir prendre le prêt sur la base de ce bien-là. Stéphane, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi, je dirais aussi, il y a une logique un peu plus sociologique qu'on doit intégrer. Pour les classes populaires, est-ce qu'on veut les faire accéder au patrimoine ou on veut les faire accéder au logement? Je pense que stratégiquement, il faut que la puissance publique se détermine, surtout dans les 4 ou 5 grandes villes du pays
Il faut que la puissance publique se détermine. Ok. Expliquez accès au patrimoine, accès au logement. Vous voulez être logé, Oui. ou vous voulez Posséder. détenir la maison. Mhm. Il faut qu'on fasse un choix. Mhm. Parce que si on veut détenir la maison, ça veut dire qu'il y a un acteur qui doit financer Mhm. les classes populaires. Ok. Ok. Si on veut qu'il y ait du logement, Yeah. on peut restructurer des quartiers populaires, Mhm. on peut étendre des quartiers populaires. Mhm. Il y a un autre marché qui se crée là-bas. Mhm. Je dis parfois aux gens qui habitent les beaux quartiers, ne pensez pas que les bidonvilles ne sont pas organisés. Moi, je suis rentré dans Colombie. Mhm. Vous avez des promoteurs, vous avez des bailleurs, Mhm. vous avez des gars qui vont... Non, il y a une organisation. Donc, autour de ça, essayons de structurer quelque chose qui est cohérent avec l'état d'esprit de ceux qui habitent ces zones-là. Mhm. Est-ce que c'est un terrain foncier de 30 mètres carrés plutôt que le 150 mètres carrés? Mhm. Est-ce que le terrain est en bail de longue durée Oui. sur lequel, avec des plans qu'on leur a concédés, ils peuvent construire comme ça, ils sont sûrs de choses. Donc, il y a une stratégie qui doit être définie pour permettre que les classes populaires accèdent d'abord au logement et puis un jour accèdent au patrimoine. Mhm. Et à force de vouloir tout faire en même temps, on finit Par ne par rien faire. rien faire pour elles. Et puis, les problématiques sociales du mauvais logement continuent à perdurer dans notre société. Donc ça, je pense que c'est une volonté collective de la communauté de dire, OK, comment ceux qui ont moins de moyens accèdent au logement dans nos villes. Voilà. Et il ne faut pas construire pour eux quelque chose qui n'est pas dans leur choix habituel. Sinon, ça ne se fera pas. Voilà. Quand vous avez du personnel à 100 000 CFA, C'est ça. ils ne peuvent dégager que 30 000 en loyer. Mhm. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Tout à fait. C'est cette réflexion qui doit permettre de dire, OK, c'est ça. Et comment la puissance publique peut accompagner ce mouvement-là. Mhm. Si on l'accompagne, il va y avoir des acteurs privés, peut-être pas ceux qui sont super formalisés, Oui. qui vont se saisir de ce marché-là et construire quelque chose qui peut être un modèle de bonne qualité pour tous à la fin. Ok. Et pour finir, l'une des solutions, ça peut être aussi peut-être la question de la production industrielle de logements. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Oui, on peut y arriver, mais il faut toujours se poser la question, où est le marché? Oui. Globalement, chaque année, dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus de 2000 hypothèques. Oui. Mhm. Il n'y a pas plus de 2000 hypothèques. Ça veut dire que de transactions formalisées entre les banques, et puis, il n'y a pas plus de 2000 hypothèques. D'accord. Donc, ça indique aussi la taille du marché formalisé. Okay. On est en production rationnelle dans les bonnes années, entre 7 000 et 10 000 nouveaux logements. Mhm. C'est ça. Donc, C'est exactement voilà. ça. Et il n'y a que 20% qui passent dans le réseau. Ça veut dire qu'il y a 80% du reste qui se fait en dehors du dispositif. Tout à fait. Pour confirmer ce que Stéphane dit aussi, aujourd'hui, quand on regarde, donc on a une étude de Finoscope, le taux de pénétration du produit prêt immobilier est de 3% dans les banques. Étude qui a été faite sur 5200 personnes en 2024. Donc, c'est vraiment ça. Après, je pense que si on accélère et on industrialise aussi la mise à disposition du foncier, ça pourra aller plus vite. Donc, voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a 2000 hypothèques parce que c'est ce qu'on peut faire ou c'est parce que on peut pousser un peu plus loin parce que on a mis le cadre pour que ça soit plus rapide. On est en pleine transition. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et votre participation
à cet échange. J'espère que ça sera utile à nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est une question qui est importante. On a parlé des enjeux du financement, des enjeux du foncier, de l'engagement personnel des particuliers désirant d'acquérir un bien. Et surtout, également, on a évoqué la question du soutien de la puissance publique qui peut effectivement jouer un rôle déterminant pour ramener l'immobilier enfin à Abidjan à des niveaux accessibles. Merci pour ce temps que vous avez bien voulu passer avec nous et au prochain podcast dans quelques jours. Merci. 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 Merci beaucoup.